Profiter de la jeunesse, c'est vraiment faux, archi faux. Et on ne profite pas de sa jeunesse, on ne peut pas profiter de sa jeunesse. Ou si on doit profiter de sa jeunesse, il faut qu'on profite de sa jeunesse pour faire ce qu'on ne peut pas faire étant vieux. Et c'est quoi? Apprendre beaucoup de choses, se développer, se former, et aller à la quête du savoir, à la recherche de la connaissance qui est véritablement, et qui sera véritablement en tout cas le seul moteur qui pourra nous faire démarrer trop de dans l'avenir pour ne pas avoir de regrets. D'ailleurs, moi, je ne révise pratiquement jamais à la veille d'un examen. Jamais. Quel que soit si c'est le bac, si c'est quel que soit le type d'examen qu'il y a, la veille, c'est vraiment très difficile que je puisse venir réviser. Très difficile. À quel moment vous révisez? Je révise, on fait le cours et je viens le soir. Je lis le cours d'abord parce que voilà, on peut pas faire un exercice, par exemple, on ne peut pas traiter un exercice sans avoir au préalable compris le cours. Donc, je consacre un quart du temps à lire le cours. Si c'est 2 heures de temps, je vais étudier. Les 30 minutes seront consacrées à lire le cours et les 1h30 restants, je vais faire des exercices. C'est ma méthode de travail. Et puis, je travaille aussi en groupe. Et je travaille généralement en groupe, surtout lorsque j'étais au lycée. J'avais un cercle d'amis très restreint qui était très sérieux, avec lesquels je m'organisais parce que nous avons vu en chacun a vu en autre, et nous étions au nombre de 5 à 6, je crois. Il y avait vraiment du sérieux. Et il y avait aussi de la concurrence. Nous étions vraiment un cercle où les camarades se sont choisis. Les meilleurs se sont choisis pour former un groupe. Vraiment, chacun savait ce qu'il attendre la veille ou quelques jours avant l'examen pour s'y préparer. Vraiment, c'est une très mauvaise chose. C'est contre-performant. Et même si vous arrivez à atteindre vos objectifs, si vous révisez avant la veille des examens, et puis vous réussissez à avoir la moyenne ou des trucs comme ça, sachez que vous n'avez rien appris. Vous avez validé, mais vous n'avez rien appris. Et c'est pas bon pour. Dans le futur, ça va vous rattraper tôt ou tard. Parce que le but pourquoi nous étudions, c'est justement de comprendre ces choses-là que nous allons enfin voir de plus dans le futur de manière assez approfondie. Donc, que ce soit à l'université, dans le monde professionnel, tout ce qu'on apprend, même en classe même à l'école primaire, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir savoir il faut travailler. Est-ce que notre objectif principal qu'on s'est fixé, qu'on s'est assigné, qu'on veut atteindre, est-ce que si je pars en boîte de nuit ou j'ai une copine, le temps que je vais consacrer à ces activités m'empêchera d'atteindre ces objectifs avec les résultats escomptés. Si cela est possible, vous pouvez tous les jumeler ensemble. Je pense qu'il n'y a pas de problème parce que vous savez, il ne faut pas se... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission Parle-moi de ton parcours scolaire et de tes expériences professionnelles pour inspirer d'autres jeunes. Comme le nom de l'émission l'indique, ici nous discutons avec nos invités sur leur brillant parcours scolaire et également leurs expériences professionnelles, leur vécu, leur expérience pour inspirer tous les jeunes gens aujourd'hui qui nous regardent à travers nos plateformes. Alors, si vous voulez avoir un brillant parcours scolaire, vous voulez savoir que faire après les études pour ne pas vous perdre dans le monde, ce monde à la recherche d'emploi, vous voulez être un bon entrepreneur, vous voulez être un bon salarié demain, alors je vous rassure que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir notre grand diplomate, Mohamed Gadonoma, étudiant en économie à Eskişehir en Turquie. Bonsoir, monsieur Gado. Bonsoir, monsieur Sangara. Vous allez bien? Je vais bien, et vous? Ah, ça va, alhamdoulilah. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, le plaisir est partagé. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est pas une interview en tant que telle. Nous allons discuter ensemble. Hein? Ici, nous, on discute avec nos invités. C'est pas les interviews, les émissions à la mode que nous connaissons. Nous, on sens d'estime. Ici, nous allons discuter avec vous sur votre parcours scolaire, comme nous l'avons déjà annoncé. Et maintenant, on va entamer
on va commencer avec la première question, qui est un peu bizarre. Ok. Comment M. Gado s'est retrouvé à l'école? Ouais, je pense que c'est pas une question bizarre, je pense que c'est assez intéressante. Et pour répondre à ça, je pense que je me suis retrouvé à l'école parce que mes parents ont décidé que c'était la meilleure façon pour moi de pouvoir réussir dans la vie. Donc voilà. Ça a été le choix de mes parents. Pas, je ne me suis pas retrouvé à l'école par hasard. Vous n'avez pas dit non? Vous n'avez pas dit non, je ne vais pas à l'école? Ça n'a pas été le cas parce que, voilà, déjà, l'environnement était à l'époque de nature à ce que eh, la forme de l'école, de celui qui va à l'école, qui réussit, qui travaille, qui a eu ses diplômes, qui a eu un boulot, était déjà quelqu'un qui avait réussi toute sa vie. Pratiquement, c'était le chemin à faire, quoi. Donc, c'était une sorte de Coran, quoi, à l'époque, en tout cas. Donc, si je comprends bien, la réussite dans notre monde actuel s'est définie en fonction de l'école, si je comprends bien. Bon, en ce moment, je pense que les idées sont en train d'évoluer dans un certain secteur. Et aujourd'hui, on parle plus d'entrepreneuriat, d'autres manières justement de pouvoir évoluer dans la vie, sans forcément passer par ce système classique qui est d'aller à l'école, de trouver un boulot, et puis voilà, quoi. Les lignes sont en train d'évoluer, quoi. Ok. Je ne sais pas à quel âge vous avez été à l'école. Vos parents vous avez mis à l'école, mais j'aimerais poser cette question. Quelle était votre expérience à l'école, votre première expérience lorsque vous avez mis pied à l'école? Est-ce que vous vous rappelez? C'était comment Franchement, l'ambiance? franchement, de ce que je me rappelle, je me disais que c'était une torture d'aller à l'école. Pourquoi? Parce que je me rappelle, en tout cas, je me rappelle, j'ai quelques souvenirs de lorsque j'étais en classe de grande maternelle, c'est-à-dire section grande maternelle. Je me rappelle, Mhm. une fois, ma tante m'a accompagné à l'école et je pleurais, quoi. Je pleurais parce que je disais que moi, je veux rester à côté de mes proches parce que c'est les gens que je connais, les gens de ma famille, je les aime. Pourquoi je vais les abandonner? Pour aller dans une salle où il y a des vingtaines et des dizaines de Ouais. personnes qui pleurent, qui crient, que je ne connais pas. On va me donner à une maîtresse de faire des choses et puis si je ne fais pas, elle va me frapper. Je me disais que c'était vraiment de la torture en fait. C'était les impressions que j'avais, je pense. Hein? Ouais, si je me rappelle bien. Donc, si je comprends bien, vous n'étiez pas surexcité parce que moi, j'en ai vécu quand on dit aux enfants qu'ils vont être inscrits à l'école, ces premières semaines, ils sont surexcités, ils ont envie d'aller à l'école. Ce n'était pas votre cas. Bien sûr, il y avait ça, mais tu sais, il y a une chose. Je crois que c'est une situation par laquelle nous avons pratiquement tous, nous avons tous passé par cette situation. Et tout le monde était excité à l'idée d'aller à l'école quand on dit que ah, cette année, tu vas faire ta rentrée, ce sera ta première année de rentrée à l'école, tu es excité. Mais le premier jour que tu pars à l'école, quand tu vois l'environnement, le moral il est cassé, tu te dis que tu vis avec les étrangers, tu es dans un environnement, il y a trop de restrictions. Voilà quoi, tu vois. Donc c'était ça Ok, un peu. je vois. Merci pour ces éléments de réponse. Voilà. Dirham, c'est pas une question qui est spécifique à un niveau. Bon, c'est pas spécifique au lycée ni au collège. En général, quelles étaient les matières préférées de M. Gado? En général, Et pourquoi? je dirais que à tout niveau y compris, je dirais que nous allons parler de la mathématique qui m'a vraiment impressionné depuis l'école primaire jusqu'au lycée, jusqu'à l'université, ça continue de faire partie de ma matière préférée. Et nonobstant cela, on va mettre également de côté la physique chimie qui a vraiment et qui a eu une place, en tout cas capitale dans mon parcours, surtout notamment au collège et au lycée où j'avais en tout cas de très de très bons résultats. Nous allons également parler de la philosophie parce que c'était vraiment quelque chose qui était
je dirais, assez nouveau pour moi. Et j'ai vraiment aimé le concept de relativité où on nous apprenait, on nous amenait à nous donner une définition autre que ce que nous avons eu l'habitude. Pourquoi le tableau est noir? Pourquoi? Parce que les gens ont dit comment le tableau était noir. Donc, on nous demandait à pousser, justement, à nous amener à réfléchir. Je pense que la philosophie a occupé une place importante dans mon parcours. Ouais. Ok. Voilà, c'est là que m'en à vous poser cette question parce que répondez-vous aux gens qui disent que la physique est difficile, la mathématique, c'est une casse-tête? Que répondez-vous à ces gens aujourd'hui? Est-ce vraiment difficile? Je ne dirais pas que ce soit le cas, mais je dirais il y a un certain nombre de choses qu'il faut avoir pour aimer et aimer faire la mathématique et la physique aussi, parce que il y a un sens de raisonnement. En fait, c'est une suite logique, en fait. La mathématique, c'est vraiment une suite logique. Quand on vous fait un exercice, vous voyez qu'il y a beaucoup d'élèves. Dès qu'on fait un premier exercice, par exemple, si on prend sur les équations, un seul inconnu, par exemple, il y a des élèves dans la classe, on fait un exemple, c'est bon, c'est largement suffisant pour qu'ils comprennent. Donc, s'il y a le raisonnement, dès qu'ils voient le raisonnement, ils voient les étapes par lesquelles les gens sont passés, c'est tout. Mais il y a certains qui n'arrivent pas à capter ce sens du raisonnement, et je pense que cela est dû peut-être souvent au manque de logique, trop de logique. Il y a certains qui, on peut dire, relativement, qui ont euh, de faibles niveaux en termes de logique, ou en tout cas un logique de raisonnement assez pas rapide, pas assez développé par rapport aux autres, mais également la concentration, parce que c'est extrêmement important. La concentration, quand on n'est pas vraiment concentré, ça donne autre chose, quoi. Je pense que c'est peut-être les raisons, mais sinon je ne vois pas pourquoi les mathématiques et les physiques c'est quelque chose de sorcier, ce n'est pas du tout le cas. Ok, y a beaucoup de jeunes qui vont regarder cette émission. Donc voilà, pour M. Gado, les mathématiques, la physique, la chimie n'étaient pas aussi difficiles que ça. Et quel était votre secret? Quel était le secret de M. Gado? Quels étaient vos plannings? Quelles étaient vos explications? Comment avez-vous fait face à ces matières dont tout le monde crée? Ouais. C'est une très bonne question. Je pense que c'est l'exercice, c'est vraiment les exercices, c'est de répondre à l'exercice qu'on fait, et qu'on nous a fait en salle, et de toujours prendre pour modèle, parce que vous savez, rien ne le fruit du hasard. On ne peut pas venir. C'est pour cela que les sciences techniques sont vraiment, les sciences techniques, les sciences pratiques sont vraiment plus faciles et plus à mon niveau, à mon sens. Hein. Enfin, je pense que c'est des sciences qui sont vraiment plus faciles parce que si vous faites un chapitre sur les équations, les inéquations, ou quel que soit le domaine, l'enseignant aura toujours un exemple à vous faire. Il va toujours vous donner un exemple. Et vous allez reproduire ce même exemple pour que cet exemple-là puisse vous servir de schéma de reproduction. C'est-à-dire que vous allez retraiter les mêmes exercices et cela va vous faciliter la tâche pour que vous puissiez apprendre. Ce n'est pas le fruit du hasard. Par exemple, vous prenez le cas de la philosophie et les enseignants vont venir en salle vous dire qu'ils vont vous donner un sujet pourquoi autrui est tel, l'autrui il est mauvais. Et puis, vous allez finir l'année, on ne vous a jamais traité un sujet en entier en salle. On va vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais vous n'aurez jamais. En tout cas, c'est très rare de voir des enseignants qui viennent traiter un sujet en entier. Ils donnent des exemples, les erreurs à faire et tout ça, à ne pas faire plutôt, pour moi. Mais avec les sciences, c'est encore plus pratique parce que vous avez toujours des exemples, que ce soit dans les livres, les cahiers, tout le monde donne des exemples et donc je pense que c'est encore plus facile, quoi. Donc si je comprends bien, si je comprends votre logique, votre secret, c'était d'abord de reprendre, de comprendre ce que le professeur a donné, de les reprendre pour chercher à les maîtriser, pour en plus développer dans d'autres livres. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser d'abord ce que le professeur donne et également explorer d'autres livres pour traiter beaucoup d'exercices. Donc c'est l'application, si je comprends bien. Exactement. Ok. D'après votre bel parcours que je connais un peu, et voilà, je rappelle que M. Gado, c'est un ami à moi, donc nous sommes dans le même dortoir ici. Et c'est un homme
un étudiant qui a eu un brillant parcours. Alors, parfois, les gens, vous qui étiez les meilleurs durant votre cursus scolaire, certains amis voudraient bien être comme vous. Et ils voudraient bien être à la place de M. Gado, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Est-ce que vous pouvez donner votre secret? Est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui nous regardent aujourd'hui vos méthodes, votre planning, votre discipline que vous avez mis en place pour réviser vos cours? Comment réviser, M. Gado? Ok. Et je pense que pour répondre à cette question, il faut. Je vais parler des moments où, en tout cas, j'étais vraiment en tout cas, dans le plus élevé de mes formations, et notamment au moment où j'étais vraiment au niveau élevé de mes performances. Je dirais que je révisais généralement euh, au jour le jour. On fait le cours et puis je descends, je bois l'eau, quoi. Je bois ça comme de l'eau, quoi. Je viens le soir et puis je travaille sur le cours et puis je finis avec ça. Et ce qui fait que généralement, je n'ai pas trop de difficultés lorsque les examens approchent. D'ailleurs, moi, je ne révise pratiquement jamais à la veille d'un examen. Jamais. Quel que soit si c'est le bac, si c'est, quel que soit le type d'examen qu'il y a, la veille, c'est vraiment très difficile que je puisse venir réviser. Très difficile. À quel Et moment vous révisez? je révise, on fait le cours et je viens le soir. Je lis le cours d'abord parce que voilà, on peut pas faire un exercice, par exemple, on ne peut pas traiter un exercice sans avoir au préalable compris le cours. Donc, je consacre un quart du temps à lire le cours. Si c'est 2 heures de temps, je vais étudier. Les 30 minutes seront consacrées à lire le cours et les 1h30 restants, je vais faire des exercices. C'est ma méthode de travail. Et puis, je travaille aussi en groupe. Et je travaille généralement en groupe, surtout lorsque j'étais au lycée. J'avais un cercle d'amis très restreint qui était très sérieux, avec lesquels je m'organisais parce que nous avons vu en chacun a vu en l'autre, et nous étions au nombre de 5 à 6, je crois. Il y avait vraiment du sérieux. Et il y avait aussi de la concurrence. Nous étions vraiment un cercle où les camarades se sont choisis, les meilleurs se sont choisis pour former un groupe. Chacun savait qui était son concurrent, qui était le premier, qui était le deuxième. Donc, chacun voulait travailler avec l'autre pour pouvoir décider ses stratégies afin de pouvoir avancer. Donc, je travaillais généralement avec ceux qui étaient meilleurs que moi ou qui étaient proches de moi pour que je puisse encore plus apprendre. Voilà, je pense que c'est l'une des stratégies qu'il faut adopter quand vous évoluez dans un domaine. Il faut toujours côtoyer les gens qui ont vraiment ce sérieux, cet amour et cette envie du travail et qui ne font pas perdre du temps pour le faire. Voilà. Ok. Euh, dans cette cas, vous me posez à poser une autre question avant d'effacer. Euh, Parce que, voilà, vous avez dit, si je comprends bien, si j'ai bien compris, après les cours, vous cherchez à maîtriser ce que vous avez fait à l'école. Donc, M. Gado n'attendait pas à ce que l'examen s'approche pour commencer à travailler parce qu'il sait qu'à l'approche des examens, ça va trouver que les leçons sont multipliées, donc ça serait encombrant, il ne pourra pas réviser. Alors, quel conseil donnez-vous à ces gens aujourd'hui qui étudient pour l'examen? Parce que si j'ai compris votre logique, attendre à la veille des examens pour étudier, c'est synonyme d'étudier pour les examens. Quel conseil avez-vous à ces enfants aujourd'hui qui attendent à la Ouais, veille des examens pour réviser? ouais. Je dirais à ces jeunes que vraiment, s'il faudrait attendre la veille ou quelques jours avant l'examen pour s'y préparer, vraiment, c'est une très mauvaise chose. C'est contre-performant. Et même si vous arrivez à atteindre vos objectifs, si vous révisez avant la veille des examens et puis vous réussissez à avoir la moyenne ou des trucs comme ça, sachez que vous n'avez rien appris. Vous avez validé, mais vous n'avez rien appris. Et c'est pas bon pour. Dans le futur, ça va vous rattraper tôt ou tard. Parce que le but pourquoi nous étudions, c'est justement de comprendre ces choses-là que nous allons enfin voir de plus dans le futur de manière assez approfondie. Donc, que ce soit à l'université, dans le monde professionnel, tout ce qu'on apprend, même en classe même à l'école primaire, on apprend ça nous rattrape de toutes les façons. Donc, et, il faut travailler de manière assez intelligente aussi,
parce qu'il y a beaucoup de gens qui fournissent beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui ne sont même pas le dixième de leur salle, mais l'effort qu'ils fournissent en termes de quantité de travail, c'est extrêmement plus élevé que la moyenne dans la salle, mais ils n'ont pas les résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas intelligemment. Donc, pour travailler intelligemment, il faut réviser au jour le jour ces cours, essayer de les comprendre, ne pas sortir de la salle, de la salle, de votre cours de salle, sans avoir au préalable compris tout ce que l'enseignant a expliqué dans son entièreté. C'est extrêmement important parce que lorsque l'enseignant fait un cours où il fait quelque chose que vous n'avez pas compris et que vous partez, vous sortez avec cette lacune-là, vous ne pouvez pas, c'est très difficile pour vous, avec vous-même, et par vous-même de pouvoir l'apprendre encore. Ce serait extrêmement difficile. Donc, forcément, il faut avoir vu ça de quelqu'un qui a fait ça, un truc comme ça. Donc, il faut essayer d'éviter le plus possible ce genre de situation. Il faut éviter le plus possible de réviser à la veille parce que c'est extrêmement contre-performant. C'est extrêmement contre-performant parce que vous n'apprenez pas. Vous n'apprenez pas, vous entassez les trucs et puis vous buvez ça dans votre tête. Vous partez, vous versez après 2 heures ou 3 heures après l'examen, vous avez tout oublié. Et ça vous rattrape encore dans le futur. Et c'est pas bon. Merci beaucoup. J'espère que c'est compris, le message est compris. Donc, M. Gado dit, n'attendez pas jusqu'à la veille des examens pour apprendre vos leçons, car vous vous trahissez vous-même. Il ne faut pas étudier pour les examens, mais il faut étudier pour l'avenir. Alors, M. Gado, on est tous jeunes, hein? Donc, quand on est jeune, on a besoin de se récréer, on a besoin de se divertir, on a besoin d'avoir des petites copines auprès de nous, on a besoin d'aller en boîte de nuit, on a besoin un peu de se récréer. Selon vous, M. Gado, d'après votre expérience, est-ce que c'est prudent pendant qu'on est étudiant, pendant qu'on est élève, de faire toutes ces choses-là, savoir aller en boîte de nuit, avoir des petits amis? Est-ce qu'on peut concilier cette vie avec les études sans perdre le niveau? C'est une question extrêmement délicate parce que ça relève non seulement d'un caractère euh, qui part sur une forme sociologique, mais aussi parce que cette question est vraiment une question qui défraie beaucoup la chronique dans le monde scolaire. Et même moi, personnellement, pour parler de moi, mon expérience et de mon parcours, je dirais que je n'ai jamais mis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. Je n'ai jamais mis, ça ne m'a jamais intéressé, je ne sais même pas danser. Et en dehors de cela, je pense que avoir une petite amie, bon, il y en a qui arrivent à se débrouiller avec tout ce qu'ils font. Hein. Il y en a qui arrivent à aller en boîte de nuit, malgré avec les cours, ils arrivent à s'en sortir. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir savoir que est-ce que notre objectif principal qu'on s'est fixé, qu'on s'est assigné, qu'on veut atteindre, est-ce que si je pars en boîte de nuit ou j'ai une copine, le temps que je vais consacrer à ces activités m'empêchera d'atteindre ces objectifs avec les résultats escomptés. Si cela est possible, vous pouvez tous les jumeler ensemble. Je pense qu'il n'y a pas de problème parce que vous savez, il ne faut pas se cacher la vérité. Souvent, nous sommes dans un monde qui est vraiment un peu assez difficile et qu'en tant qu'humains, nous avons des faiblesses. Et souvent, il y a certains qui ont besoin d'affection, certains qui ont besoin de se distraire. Certes, tout le monde se distrait d'une manière ou d'une autre. Pour certains, c'est la lecture, avec la lecture qu'ils se distraient. Certains se distraient en jouant au football, certains en sortant avec les amis. Mais de toutes les façons, je pense que toutes ces choses-là ne peuvent pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs. En tout cas, tant que vous êtes organisé. Et tant que vous êtes organisé, vous vous organisez bien, cela ne pourra pas impacter votre business plan, quoi. Vos objectifs. Voilà, voilà. Moi, j'en ai vécu. Moi, je connais beaucoup d'amis qui ont bien commencé. Ils étaient très excellents à l'école. Mais lorsqu'ils ont commencé à avoir des petits amis, lorsqu'ils ont commencé à aller dans les boîtes de nuit, leur niveau a diminué. J'ai pu dire a chuté.
ils étaient les premiers, hein, ils étaient parmi les 5 premiers de la salle, parfois même premiers de la classe, mais finalement, ils n'étaient même pas parmi les 15 premiers, les 20 premiers. Donc, ne pensez-vous pas que ça a de l'impact? Oui, ça a de l'impact, mais ça a de l'impact sur les personnes qui le font. D'une personne peut-être à une autre personne, et ça ne pourra pas avoir les mêmes impacts. Aujourd'hui, même les maladies n'ont pas les mêmes. Par exemple, deux personnes peuvent attraper le paludisme. Le niveau auquel le paludisme va l'attraper sera vraiment extrêmement grave. Il pourrait être dans le coma ou autre. Quelqu'un, c'est juste la migraine qu'il va avoir. Donc, je pense que ça dépend de la personne, vraiment, véritablement de la personne, de qui vous êtes. Comment est-ce que vous arrivez à vous maîtriser vous-même? Mais je pense que si cela pourrait en tout cas vous empêcher d'atteindre vos objectifs, vous pouvez renoncer à ces plaisirs et immédiats pour pouvoir vous procurer plus de satisfaction dans le futur. Je m'explique. C'est-à-dire que ce n'est pas une course enfin. Vous avez des objectifs à atteindre. Essayez d'atteindre vos objectifs. Vous avez toute la vie devant vous. Si vous êtes jeune, si c'est pour avoir une copine, vous pouvez même vous marier ou je ne sais pas ce que vous voulez faire de votre vie, mais que cela ne soit pas un frein pour vos objectifs. Mais pour la plupart du cas, les expériences que nous avons vues, euh, on peut dire que jusqu'à 40% des gens qui font ce genre de pratiques-là euh, engendrent une certaine baisse en termes de performance. Ça, on peut le dire. Mais tout étant utile de se rappeler qu'en tant qu'humain, nous sommes faillibles. Nous sommes vraiment faillibles. Nous sommes faillibles et que nous avons tous des faiblesses. Et souvent, ces genres de pratiques sont justement la reconnaissance de nos faiblesses et de nos limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'auto-suffire à soi-même. Donc, parfois, on se donne à certaines pratiques, on a besoin d'affection, on a besoin de changer les idées parce que, vous savez, la routine, ça tue en fait. Ok, la routine, ça tue, hein. Voilà, surtout nous le connaissons, nous étudiants qui vivons en Turquie. Voilà, je vais pas, j'aimerais bien passer là-dessus, mais toujours, c'est parce que c'est une question très sensible aujourd'hui. Les gens se disent que il faut profiter hein, de la jeunesse. C'est si celui qui ne profite pas de sa jeunesse, ça va le rattraper à un moment donné de sa vie quand il sera vieux. Disons, je vais être plus clair. Il y a certains amis qui disaient que jusqu'à présent ils le disent. Hein, si tu es jeune, tu ne profites pas. Profiter là, ça veut dire aller à boire des nuits, à boire des filles. Si tu ne profites pas, maintenant là, ça va te rattraper demain. Cela veut dire que tu vas faire ces mêmes actes quand tu seras dans les 40, 50 ans comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Si on est il faut profiter de la vie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Cette expression, il faut profiter de la vie. J'ai personnellement été, je dirais, victime de ces paroles. Quand j'étais Ouais. un peu plus jeune que ça, notamment au collège et au lycée, les gens me reprochaient du fait que je n'étais pas un jeune de ma génération, que je ne faisais pas les mêmes choses de ma génération. On m'a rappelé ça, OK? Même les simples kermesses qu'on fait, les fêtes scolaires qu'on fait et tout ça là, et moi, je me privais d'aller à ces fêtes-là. Pas parce que j'avais une activité à faire, mais parce que ce n'était pas mon centre d'intérêt en fait. C'était vraiment pas du tout mon centre d'intérêt. J'avais vraiment l'esprit ailleurs. Je voyais le monde autrement, différemment. J'avais des choses qui donnaient plus de satisfaction, qui attiraient plus mon attention que ce genre de trucs-là. Mais profiter de la jeunesse, c'est vraiment faux, archi faux. Et on ne profite pas de sa jeunesse, on ne peut pas profiter de sa jeunesse. Ou si on doit profiter de sa jeunesse, il faut qu'on profite de sa jeunesse pour faire ce qu'on ne peut pas faire étant vieux. Et c'est quoi? Apprendre beaucoup de choses, se développer, se former, et aller à la quête du savoir, à la recherche de la connaissance qui est véritablement, qui sera véritablement en tout cas le seul moteur qui pourra nous faire démarrer dans l'avenir pour ne pas avoir de regrets. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement d'individualisme où c'est l'individualisme qui résonne. Personne n'est là pour personne. Chacun doit se débrouiller seul.
Et voilà quoi, il n'y a pas d'affaire de je te connais, j'ai des parents ici, j'ai ceci, cela. Il faut se dire. Donc, soit vous vous battez pour vos objectifs, pour atteindre vos objectifs, soit vous profitez de votre jeunesse et dans l'avenir, vous serez totalement arrêté. Ça, c'est sûr. Profiter de sa jeunesse, c'est faux. C'est par ces termes que nous allons clôturer cette première partie de notre émission. On se reprend dans quelques minutes. Merci. Ok, d'accord.